Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont regardé, liké et partagé la vidéo précédente. C'était une très bonne surprise pour moi. Je pensais pas que ça allait avoir autant de succès. Bon, à peu près 500 vues, mais je suis vraiment content. Et j'ai remarqué que sur les vidéos qui fonctionnent dans ma chaîne, c'est celles qui parlent de l'Afrique qui fonctionnent le plus. Donc, je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Et je vais vous parler d'un sujet extrêmement important qui me tient à cœur, qui parle en fait des diasporas africaines d'Occident. Donc plus particulièrement les diasporas ouest-africaines, que je connais un peu plus, qui ont immigré en France, que je connais un peu plus. Mais je pense qu'on peut généraliser à beaucoup plus de communautés et beaucoup plus de pays d'accueil. Pourquoi cette vidéo? Parce que je trouve que les diasporas africaines en Occident sont incomprises. On ne les comprend pas du tout, et à commencer par nous, en fait, leurs propres enfants, leurs propres descendants, en fait, on ne comprend pas nos parents, on ne comprend pas beaucoup de choses qui sont arrivées quand on a grandi, on ne comprend pas certaines situations. Par exemple, un cas typique qui va vraiment concerner beaucoup d'enfants de la diaspora, ça va être l'oncle ou la tante qui s'installe à la maison pour une durée indéterminée et qui chamboule en fait l'équilibre familial, ou ça va être les vêtements qui disparaissent et qui se retrouvent en fait sur le dos des cousins restés au pays. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ramènent beaucoup de frustration à l'enfant de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est rattaché à des comportements et à des valeurs qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et que nos parents, malheureusement, n'ont pas réussi en fait à nous transmettre. Quand on avait des invités à la maison, par exemple, on avait le droit à des festins. Et moi, mon premier réflexe, c'était de me demander, mais pourquoi nous, on n'a pas le droit à ces festins en fait tous les jours? Pourquoi est-ce que c'est que quand on a des invités que là, on a vraiment le truc hyper royal et tout? Et je me dis, mais en fait, les invités sont mieux traités que nous. Tous ces trucs-là, donc cet exemple et les deux exemples que j'ai donnés avant, en fait, je l'ai compris en étant en Afrique. C'est-à-dire que nos parents ont grandi dans des systèmes de valeurs qui sont très différents des nôtres et dans des réalités qui sont très différentes. Par exemple, pour tout ce qui est aspect partage des biens et partage aussi des espaces, il faut savoir que nos parents ont grandi en fait pour la plupart dans des concessions familiales, c'est-à-dire que c'est un terrain d'à peu près 2000, 3000, 5000 mètres carrés, bon plutôt 1000 ou 2000 mètres carrés, où il y a plusieurs petits bâtiments et où les différents membres de la famille habitent. Donc typiquement, il y aura une case, parce qu'à l'époque c'était des cases, hein, pour une famille ou pour par exemple les adolescents ou le cousin avec sa femme et ses enfants, et avec bah, la grande maison qui appartenait au patriarche. Donc ça peut être le grand-père, ça peut être le père, celui qui va décider pour tout. Et c'était un système très organisé où tout le monde avait sa place, où on comptait les uns sur les autres et où toute décision passait par le patriarche. Et ce fonctionnement explique beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, nous, en tant qu'enfants de la diaspora, mais aussi les personnes qui enfin, qui sont originaires d'Occident, donc les Blancs, on va dire typiquement, qui voient les Africains en Europe et qui ne comprennent pas certains comportements. Pourquoi les Africains laissent leurs enfants sortir dans la rue jusqu'à pas d'heure, tout seul, sans surveillance? En fait, c'est très simple, ça vient de cette vie en concession familiale. C'est-à-dire que les enfants, quand vous êtes dans une concession, ils sont en groupe. Donc ça va être les cousins, les cousines, les frères, les sœurs qui forment des petits groupes et ils vont se balader dans les alentours, dans la forêt, dans la brousse, et ils vont explorer, ils vont faire leur vie d'enfant. Et c'est un environnement qui est plutôt safe, dans le sens où il y aura toujours un adulte, il y aura toujours des adultes pour surveiller ce que les enfants font, et la responsabilité de l'enfant est partagée dans la communauté. C'est-à-dire que quand un enfant fait une bêtise, que ce soit ton enfant ou pas, bah, en fait, tu vas le corriger. Quand il y aura un mauvais comportement, tu vas sermonner l'enfant. Et il y a tout un système qui fait que l'enfant, en fait, ne peut pas vraiment se perdre. Et nos parents qui ont grandi dans ces conditions-là vont directement, en fait, reproduire leur style de vie. Et pourquoi il y a eu autant de problèmes, je pense, dans les banlieues, dans les ghettos, avec la diaspora africaine, où on disait que voilà, il y a beaucoup de délinquance et tout, c'est parce que ce système de laisser son enfant dehors, de laisser son enfant, voilà, vaquer à ses occupations, nos parents n'y ont pas été préparés. En fait, il y a la différence culturelle déjà, parce qu'en Occident, un enfant qui est dehors, en fait, il est exposé à tout un tas de choses qui sont potentiellement néfastes. Par exemple, la cigarette. Dans le système de concession familiale,
il est très rare en fait, il était très rare en tout cas de voir des personnes qui fumaient, qui buvaient ou c'était plutôt des gens qui étaient marginaux. Alors que l'enfant qui est dehors, bah, très vite, il peut être exposé aux, typiquement grands du quartier ou à des personnes qui traînent, qui, se mettent à boire, qui se mettent à fumer et très vite, en fait, tu peux être embrigadé dans, ce genre de choses. Donc fumer, ça peut être la cigarette, qui est extrêmement démocratisée, qui est banalisée, ou ça peut être, bah, le chichon, voilà, bon, bah, toutes les herbes, que, certaines personnes trouvent délicieuses. Et bah, il y a l'alcool aussi qui, rentre en compte parce que dans la culture occidentale, il est, normal, il est tout à fait accepté de, consommer de l'alcool, ce qui n'est pas forcément le cas dans certaines cultures ouest-africaines. Et en plus de ça, il y a la difficulté pour nos parents installés ailleurs de pouvoir surveiller l'enfant. C'est-à-dire que quand bien même on n'a pas la famille tout autour, on peut se dire que, ah mais par exemple, les Blancs arrivent à gérer leurs enfants, à les surveiller, pourquoi pas les Africains? Ben, en fait, il faut bien comprendre que les gens de la diaspora qui sont arrivés dans les années 80-90 ont dû voilà, travailler dans des conditions beaucoup plus difficiles que les personnes originaires d'Occident. Donc typiquement, quelqu'un qui a grandi voilà, au Sénégal, quand bien même il a des diplômes sénégalais, c'est pas sûr que ces diplômes soient reconnus. Là où j'ai fait mon DUT, par exemple, on avait un gardien de sécurité incendie qui était ultra sympa. Voilà, on discutait avec lui, on l'appelait tonton. Il venait, je pense, du Togo, du Bénin ou un truc comme ça, en tout cas d'Afrique centrale. Et le gars, en fait, il avait, je crois, un doctorat en physique. Donc, il pouvait nous enseigner certaines choses. Mais du fait voilà, de la non-acceptation des diplômes africains, de certains diplômes africains en tout cas, ça fait que bah, les personnes de la diaspora qui viennent migrer ne peuvent pas avoir accès à certains métiers. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire l'école, ce qui était le cas de ma mère, eh ben, ils ont dû faire des métiers parfois difficiles. Beaucoup de personnes qui migrent, même actuellement, la plupart des migrants se retrouvent à faire des petits boulots précaires, se débrouiller. Et le fait d'aller chercher de l'argent, ce n'est pas seulement pour leurs enfants, c'est aussi pour toute la famille restée au pays. Et c'est là aussi où il y a une injustice que nous autres enfants de la diaspora avons vécu et que j'ai compris plus tard, enfin, quelle était l'origine de cette injustice, c'était pourquoi en fait nos parents envoyaient beaucoup d'argent à l'extérieur, alors que nous, on avait déjà nos propres besoins. Cet argent, ça aurait pu servir, par exemple, à payer des écoles privées, à payer voilà, de meilleures affaires scolaires, à payer des loisirs, des activités, voilà, du soutien scolaire aussi. Donc moi, j'ai eu de la chance, j'étais pas forcément dans ce cas-là. Mes parents ont subvenu à tous mes besoins, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'enfants de la diaspora, voilà, ils ont vécu ça. Mais même moi, dans ma situation, on a quand même vécu des moments où on voyait qu'il y avait beaucoup de moyens qui étaient déployés pour les gens, pour la famille restée au pays, alors que nous, on se disait, ben, en fait, nous, on pouvait mieux vivre avec tout cet argent-là. Et la réalité, c'est que dans une concession familiale, il n'y a pas tout le monde qui travaille, malheureusement, pour des raisons socio-économiques. Donc déjà, à l'époque de nos parents, l'industrialisation n'était pas tellement développée. Actuellement, ce n'est pas encore le cas au Sénégal, en tout cas. Et sur une maison de 20 personnes, il y en aura peut-être 4, 5 qui vont travailler. Le reste étant, voilà, les personnes qui vont se débrouiller un peu, donc les femmes qui vont essayer de vendre des choses au marché, ou les femmes qui vont tout simplement rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Et il y a les enfants qui prennent aussi une grande part du nombre de personnes. Et il y a aussi les vieillards qui ne peuvent pas forcément travailler. Donc il reste une minorité de gens, donc plutôt les hommes jeunes, qui vont migrer, qui vont partir pour pouvoir travailler s'ils n'ont pas du boulot à côté. Et il faut bien comprendre que la migration économique, en Occident, on a l'impression que c'est énorme, c'est un truc de fou, alors que la migration économique, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante dans les pays et entre les pays africains. C'est-à-dire, au Sénégal, si vous allez à Dakar, vous allez voir beaucoup de gens de différentes régions du Sénégal venir travailler et laisser en fait toute leur famille au village, au pays, à l'autre bout du pays, voilà, dans le sud en Casamance, dans le nord vers Matam et tout, parce que c'est des zones où il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités économiques, donc il faut en fait se déplacer pour trouver du travail. Et ceux qui ont beaucoup plus de chances et plus de moyens vont carrément migrer et aller en Europe pour espérer gagner plus d'argent. Mais tout ça, en fait, dans l'objectif de subvenir aux besoins de leur famille restée au pays. Et c'est le cas pour beaucoup de parents de la diaspora ou beaucoup de personnes actuellement qui migrent. Ils ne migrent pas seulement pour avoir une vie meilleure, parce que c'est ce qu'on dit, voilà, avoir une vie meilleure. Mais en fait, c'est pas
ça la raison principale du départ. La raison principale du départ, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Parce que quand tu grandis dans certaines conditions, tu vois que s'il faut payer une ordonnance de 5 euros, 6 euros, en fait, tu n'arrives pas à trouver les moyens. Donc, ce qui fait qu'il y a des enfants, des bébés qui meurent. Moi, dans ma famille, il y a eu ce cas-là, dans ma famille au pays, où pour une simple ordonnance qui ne pouvait pas être payée, il y a, voilà, je pense que ça doit être une cousine à moi qui est décédée en étant bébé. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer en Occident, parce qu'il y a la sécurité sociale, parce qu'on a des économies, parce qu'il y a tout un tas de filets de sécurité qui font que nos chances de survie ne sont pas strictement conditionnées à notre revenu. Et ce n'est pas du tout le cas des personnes de la diaspora ou des personnes restées au pays. Donc il y a cette réalité qui fait que la solidarité, elle est ancrée dans nos parents, elle est ancrée dans l'Africain, je dirais. Parce que quand tu aides quelqu'un, tu aides la communauté. Et aussi, il faut bien se dire que cette communauté va t'aider quand tu es en galère. On va reprendre un cas, le cas que j'avais dit au début, celle des oncles et des tantes qui sont hébergés à la maison. Moi, je voyais ça un peu des fois comme une nuisance. Je disais, mais il dérange, on n'est pas tranquille et tout. Mais en fait, il faut bien comprendre que ces personnes-là, c'est des personnes de la famille qui ont grandi avec nos parents bien souvent, qui vivent dans une situation que peut-être nos parents ont déjà vécue. Donc, nos parents qui viennent en Europe, qui n'ont nulle part où aller, qui n'ont pas forcément de connaissances, arrivent chez un cousin, chez un oncle, chez une tante, ou bien dans un foyer, et vivent de cette solidarité-là. Et en Sénégal, en tout cas, moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que là où je travaille, c'est différent de là où je vis, et là où je suis hébergé, là où je suis nourri, ben, en fait, c'est quelqu'un qui m'héberge, c'est quelqu'un qui me nourrit, mais de manière gracieuse. Et quelque part, en faisant cette analyse-là, je me retrouve dans la position de celui qui vit de quelqu'un, voilà, et cette personne en fait met son argent pour pouvoir me nourrir. Voilà, moi je mange les repas, je participe aux repas, tout ça. Donc c'est quelque part, même si c'est pas forcément énorme, c'est quelque part de l'argent qui va pas vers ses enfants directement. Et ça, c'est tout à fait normal ici. Parce qu'ici, on ne laisse pas les gens dans la galère. Voilà, la porte est toujours ouverte. Si moi je veux aller à l'autre bout du pays, dans une autre ville, et que j'ai de la famille là-bas, je vais aller vivre chez cette famille pendant un certain temps. Et il n'y aura absolument aucun problème. Peut-être que même certains vont me laisser leur chambre pour que je sois vraiment à l'aise. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal ici en Afrique. Parce qu'il y a aussi cet esprit d'hospitalité qui existe, parce que il y a la religion aussi qui nous l'ordonne, il y a le social, il y a le culturel, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est des choses qui ne sont pas comprises quand on est en Occident, parce que il y a l'éducation des parents, mais il y a aussi l'éducation de la société dans laquelle on grandit. Et en Europe, en tout cas, on est plus dans une mentalité, dans un mindset individualiste, avec des familles nucléaires. Voilà, le maman, enfin la maman, même maintenant on peut dire le maman avec les... Bon, bref, on va pas rentrer dans ça. La maman, le papa, les 2 ou 3 enfants, elle est plutôt un ou 2 maintenant et c'est tout en fait. Dans le foyer, s'il y a du monde, bah, ça va plutôt être des invités. Ils vont rester dîner pendant 2 ou 3 heures, après chacun va rentrer chez soi. Mais voir des gens venir vivre chez soi pendant longtemps, en fait, c'est très rare. Et ça n'existe en fait presque que chez les Africains où voilà, bon, bah, on héberge volontiers de la famille ou des proches qui en ont besoin de manière temporaire, voire même parfois définitive, hein. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage, vous, enfants de la diaspora, à aller parler avec vos parents, essayer de comprendre leur histoire, essayer de comprendre d'où ils viennent. Et surtout, si vous pouvez, si vous avez l'opportunité et l'occasion et les moyens, allez dans vos pays d'origine, allez jusqu'au village, restez là-bas pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans si vous le pouvez, et essayez de comprendre vos parents et là d'où ils viennent, parce que vous allez pouvoir lever beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, et on est le pont en fait entre l'Occident et nos pays d'origine. Et pour que les diasporas africaines soient mieux acceptées, mieux comprises, eh ben, c'est notre boulot de faire ce travail de vulgarisation, parce que ce n'est pas les Blancs qui vont venir voilà, en Afrique, prendre le temps de se poser, d'apprendre le langage voilà, de nos communautés et tout et tout. Eux, ils ont déjà leur truc à faire, ils ont déjà leur culture à étudier, ils ont déjà leur truc à faire et à organiser. Donc c'est notre boulot, c'est notre responsabilité, même si c'est lourd, même si beaucoup ne veulent pas le faire. Mais je pense qu'il faut que ce soit fait. Ça va améliorer en fait les conditions de vie et de travail des personnes qui migrent,
et ça va aussi permettre d'expliquer certaines choses, surtout en ces périodes où l'extrême droite monte beaucoup. Et c'est pas que le combat frontal vis-à-vis de cette extrême droite qui va régler les choses. Au contraire, des fois, ça peut risquer de crisper certaines personnes qui vont se sentir attaquées dans leur culture, voilà. Mais ça sera plutôt de pouvoir expliquer la manière dont nos parents ont vécu, la manière dont on a vécu. Et je suis persuadé que c'est par la conversation qu'on arrive à résoudre beaucoup de choses. Donc merci à tous et à une prochaine vidéo. Très bonne journée.